Premier jour de la semaine et également première convocation du tribunal de l'actualité. Votre rendez-vous par excellence pour juger les faits majeurs de l'actualité du lundi au vendredi. Merci à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre tous les jours sur les médias leaders Tru TV Watt FM. Nous sommes en direct et en simultané, vous le savez. Nous sommes également accessibles sur la page Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adam Scalero-Drago, président de ce tribunal. Avec moi sur ce plateau, les juges au siège, Bernard Bougma Joufrava. Bonjour et bienvenue. Bonjour président, bonjour juge Vara, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougouma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Après l'attaque de Solan qui a fait officiellement 132 morts, le Burkina Faso a été endeuillé le 21 juin dernier avec le décès d'une dizaine de policiers. C'était lors d'une embuscade sur l'axe Barsalgo-Foubé. Que faut-il pour mettre fin à cette série noire? Quel est aujourd'hui le regard d'un parti pacifiste sur cette crise sécuritaire? Do Pascal Sessouma est notre convoqué du jour. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le président, bonjour monsieur le juge. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes le président du parti Vision Burkina, un parti pacifiste. Nous allons revenir justement sur ce qu'on met comme contenu d'un parti pacifiste. Alors, nous aurons votre regard sur la crise sécuritaire. Ce que vous proposez, ça sera après la première partie de cette émission, les avant-propos. Et pour cette partie, nous allons donner la parole au juge Bougma. Qu'est-ce qui a retenu votre attention pour cette première convocation de la semaine? Non, pour cette convocation de la semaine, je ne voudrais pas me prononcer sur l'actualité. Je vais seulement souhaiter une bonne semaine à tout le monde. Beaucoup de courage aux enfants qui attendent les résultats parce que les compositions ont commencé mardi dernier. Donc pour 4 diplômes, donc des examens et concours au niveau du scolaire. Donc CEP, BPC, CAP, BEP. Donc il y en a qui sont déjà en attente des résultats. Donc c'est beaucoup de courage dans cette attente. C'est aussi souhaiter beaucoup de courage à toutes ces personnes qui sont maintenant dans l'arrière-plan de ces examens. Les correcteurs, le personnel d'encadrement, comme on appelle ça, parce qu'il y a toute une administration autour avec un président de jury et tout ce qui va avec. Donc c'est aussi un stress, c'est des nuits sans sommeil, c'est beaucoup plus de pression également sur ces personnes-là. Donc à toutes ces personnes, je souhaite également beaucoup de courage. Aux parents qui sont également dans cette attente-là, beaucoup de courage parce que ces diplômes sanctionnent en même temps aussi la fin d'un cycle et le début également d'un cycle. Donc c'est-à-dire aussi c'est des enfants qui changent de cap, qui vont changer d'une façon de faire l'école et puis bon voilà. Donc vous êtes habitué à un seul enseignant au primaire, vous arrivez, vous avez un qui vient, lui ne fait que histoire géo, il y a un qui vient, il dit qu'il ne fait que anglais. Donc vous commencez à avoir un enseignant par matière. Donc c'est-à-dire aussi que là aussi ça change. Donc pour ceux qui sont dans des filières techniques aussi, donc la réalité aussi c'est ça. Donc c'est un changement d'étape dans la vie de ces enfants. Je souhaite que ce courage également, ce virage puisse être très bien négocié. Donc, beaucoup de courage et tout. Et puis pour tous les Burkinabés par rapport à ce que nous vivons, beaucoup de courage et beaucoup d'espoir. Merci, juge Bougma. Juge Va. Oui, merci président. Moi, mon avant-propos, c'est ce qui a cristallisé les attentions la journée du dimanche. C'était attendu et à 20h, on a tous écouté le discours du président du Faso. Nous, on avait pu en faire un décryptage ici au journal du dimanche au soir. Beaucoup attendaient de grandes annonces et ceux-là ont été peut-être quelque peu déçus, mais dans son discours, il y avait beaucoup d'éléments aussi qui pouvaient ressortir où on sentait un président qui s'alignait sur beaucoup de critiques qui ont été formulées à l'encontre de la réponse qui a été donnée sur la question sécuritaire aujourd'hui, la rapidité dans la réaction, la question du commandement dont il faut revoir la discipline et l'unité, la confiance qu'il faut redonner au Burkinabé. Donc tout cela a été abordé dans ce discours-là. Mais à la vérité aujourd'hui, c'est que il y a une expression forte qui est celle d'un ras-le-bol vis-à-vis d'une situation qui ne peut durer. Et ça, on a pu, à travers certains reportages, mettre le doigt là-dessus. Kaya comme Titao, les marches qu'il y a eu, qui sont l'expression très claire de ce que les populations n'en peuvent plus. Maintenant, à cela, faut-il, dans une situation de crise, donner un discours qui a l'air d'être du déjà-vu?
C'est peut-être la grande question qu'on se pose parce que même les engagements pris, moi je dis c'est pas trop loin de ce qu'on a eu en campagne, hein, parce qu'on était déjà dans la question terroriste et il y avait toujours ce même VPO là qui était là. Donc aujourd'hui, je pense qu'à tout cela, les populations attendent des actes. Je crois que les heures qui vont venir, les jours vont permettre de savoir qu'est-ce que le président entendait par sa prise de conscience et les engagements qu'il va prendre. Et je pense qu'à cela aussi, on lira la posture de notre opposition ou même des organisations de la société civile qui appellent à sortir et manifester pour dénoncer l'insatisfaction face à la réponse au niveau sécuritaire. Donc on attend d'observer. Maintenant, en même temps aussi, on ne peut pas se permettre de ne pas jeter un regard sur tous ceux qui sont autour du président aussi qui communiquent comme s'il y a des grandes décisions qui vont venir, il y a des grandes décisions qui vont venir. Quand vous êtes autour et vous dites ces choses-là, les gens, quelquefois, les aspirations sont tellement grandes que même quand ça sort, ça donne un goût d'inachevé ou d'insatisfaction. Il faut apprendre à se calmer et que le commandant in chief soit celui-là qui donne les choses et qu'on apprécie tous. Donc, on attend de voir ce que tout cela va donner. Hier, c'était un discours et aujourd'hui, c'est les actes qu'on attend. Merci, messieurs les juges, pour ces mots introductifs. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mais avant, nous allons faire un clin d'œil à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité. Je le disais, pour ceux qui nous prennent en marge d'eau, Pascal Sesuma est notre convoqué du jour. Il est le président du parti Vision Burkina. Il faut rappeler qu'il a été candidat à l'élection présidentielle de novembre 2020. Bonjour et bienvenue une fois de plus. Merci d'avoir accepté notre convocation. C'est un plaisir. Alors, il faut rappeler également que vous êtes journaliste. Vous avez marqué d'une pierre blanche votre passage à la radio et à la télévision nationale du Burkina Faso. C'est justement avec cette casquette-là qu'on va vous poser la première question. On parle de crise sécuritaire. Aujourd'hui, quel est votre regard sur le traitement de l'information de cette situation-là avec les médias burkinabés? Je vais rebondir sur votre question en faisant référence à un fait d'actualité, la suspension, si vous permettez de nommer quand même l'organe de presse de Radio et Télé Omega. Je crois que le pouvoir a fait fausse route à ce niveau-là. Vous savez, en période de guerre, l'information elle est capitale. Si ceux qui sont chargés de la donner pour informer l'opinion ne sont pas capables de le faire, les médias sont obligés d'aller la chercher ailleurs. Et ils souhaiteraient, je peux en parler parce que c'était un des débats lors du dialogue politique auquel j'ai participé avant la suspension. Il a été dit clairement, moi j'ai dit clairement que les médias ne sauraient être tenus pour responsables de la dégradation de la situation sécuritaire. Il faut permettre aux médias de faire leur travail. La suspension de Radio Omega, de Télé Omega n'était pas la solution. Parce qu'au fond, ils ont commis quoi? Parce qu'il y a une différence entre une erreur dans l'information et une erreur de l'information. Et d'autre part, en passant par le canal du CSC, ils se sont trompés. Le CSC n'est pas un organe de censure, c'est un organe de régulation de l'information. C'est deux choses différentes. Ce faisant, ils ont fait en sorte qu'on a l'impression qu'ils veulent museler les médias afin que les médias ne puissent pas faire leur travail. Aucun organe de presse, aucun média ne peut se contenter d'une seule source, la source de l'armée ou la source du gouvernement. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait plusieurs sources vérifiées pour que l'information soit crédible. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, hier c'était Radio Omega, maintenant on apprend que c'est une autre chaîne BF1, on appelle la nommer, à cause des propos tenus par Issaka Lengani sur le ministre de la Défense. Issaka Lengani est un journaliste, mais qui n'est pas rattaché statutairement à BF1. C'est un chroniqueur, c'est pas un éditorialiste. Il y a une différence entre les deux. Or, un chroniqueur a le droit d'émettre une opinion sur un ton sarcastique, humoristique ou même dramatique. Parce que si la personne visée se sent diffamée, elle a le droit de porter plainte. C'est pas au CSC qu'il faut aller. Les tribunaux sont là pour ça. Parce que pour que la diffamation soit prouvée là, il faut que les propos tenus par M. Lengani soient faux. Mais si c'est vrai là, il aura du mal à convaincre le procureur de poursuivre. D'accord. Monsieur le juge, question de généralité. Juge va. Ce que je viens d'écouter est tellement intéressant parce que vous dites dans le dialogue politique, cela est même sorti, mais quand je vous écoute, j'ai l'impression que pour vous, le rôle du CSC a été très politique. C'est ce que vous dites. La preuve, le président du CSC, il est toujours généralement issu des 3 conseillers nommés par la présidente du Faso. Comment vous interprétez ça? Puisque statutairement, la présidente du Faso a le droit de nommer 3 conseillers
pour les 9 conseillers qui composent le CSC. Et traditionnellement, c'est toujours l'un des conseillers choisis par la présidence du FASO qui est choisi comme président du CSC. Mais celui-là n'est pas choisi par la présidente du FASO. Par le conseiller. Mais c'était le candidat de la présidente du FASO. Je vous donne l'information. C'est ce que je viens de dire là. C'était le candidat de la présidente du FASO. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que il y a le contingent de la présidente du FASO, mais il y a le candidat de la présidente du FASO. Vous avez parlé du contingent. Mais ils sont 3 envoyés par la présidence. Oui, mais lui n'est pas choisi par la présidence. Mais il est choisi par les conseillers. Oui, choisi par les conseillers, oui, mais il n'est pas de la liste de la présidente du FASO. Qu'est-ce que vous en savez? Il est de la liste de l'Assemblée nationale. Parce que les listes ont été rendues publiques. L'Assemblée nationale, président du FASO, ça revient à la même chose pour moi. C'est le pouvoir, ça. Non, si vous dites candidat, je peux comprendre, mais contingent, non. Bon, bref, les 9 conseillers là, comment se fait d'ailleurs, même, vous savez, il y a une histoire qui s'est passée par rapport à ça. Au départ, ce n'était pas M. Tankwane qui était présenté pour être le président du CSC. Ah oui? Ah non, au départ, c'était quelqu'un d'autre. Je vous poserai la question quand vous... Non, je vous donne au moins cette information. Au départ, ce n'était pas M. Tankwane qui était choisi pour être... C'est par la suite. Votre information est incomplète. Non, je suis d'accord, mais je préfère m'en tenir là. Parce que je ne veux pas créer non plus des problèmes à la personne qui était choisie. Parce que pour ne pas... Bref, de toute façon... Ça ne va pas lui créer des problèmes. Non. Vous savez, maintenant, là, tout crée... N'importe quoi peut créer des problèmes n'importe qui dans ce pays. C'est ça qui est dommage, là. Parce que vous voyez, avec ce qui se passe, même pour les médias, vous savez, les médias ont peur de donner l'info parce qu'on ne sait pas comment ce sera interprété. Mais c'est devenu de la censure et maintenant, on est dans l'autocensure. Ça, ce n'est pas de la démocratie, ça. Et je vous garde... Puis l'information, c'est un droit intangible. C'est écrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, repris dans notre Constitution. Il faut que les gens le sachent là. Il faut qu'on le sache. Une autre question de généralité. Alors, question de généralité, oui. De l'écran à la politique, vous êtes à l'opposition, ce sont vos débuts dans la politique, également dans l'opposition. Comment est-ce que vous vivez ceci? Une grande expérience. J'ai choisi d'aller à l'opposition pour être en conformité avec mes propres principes. Pendant la campagne électorale, j'ai dénoncé certains agissements, certains actes. Il n'était pas possible pour moi, après avoir dénoncé ce que j'ai dénoncé, que je me retourne maintenant vers le pouvoir pour dire, écoutez, venez, je vais travailler avec vous. C'est pas possible. Parce que ce que j'ai dénoncé est toujours là. L'insécurité, ça est toujours là. La gabegie, ça est toujours là. La corruption, ça est toujours là. Ça n'a pas changé, ça. Ça n'a pas changé. Pourquoi est-ce que j'irai avec le pouvoir? Donc, je vais aller là où je pense pouvoir continuer à dire ce que j'ai à dire dans l'opposition. Non, moi, je n'ai pas dit pourquoi vous êtes parti à l'opposition. Je demande comment est-ce que vous vivez maintenant dans la peau de l'homme politique. C'est une autre expérience. De journalisme, je suis allé à la politique parce qu'au fond, je suis arrivé en politique et pas par accident, comme je l'ai toujours répété. Mais je l'assume maintenant. Avec d'autres camarades au sein du cadre de concertation de CEFOP, je vois comment se passent un peu les choses et je dois dire que je suis quand même à l'aise par rapport au mode de fonctionnement du CEFOP. Parce que les décisions sont prises de façon collégiale. Contrairement à ce qu'on a pu entendre que le président Edi Kombiogo en fait à sa tête. Non, mais ce n'est pas comme ça. Hein. D'ailleurs, nous avons une réunion aujourd'hui même pour décortiquer un peu le discours du chef de l'État. Et à la suite de ça, nous allons voir quelles décisions nous allons prendre. Parce que le président Edi Kombiogo ne prend pas une décision seule par rapport à ce sujet. Donc, il consulte les autres présidents à travers la conférence des présidents qui sera peut-être convoquée aujourd'hui même. Alors, je suis sûr également que dans les rangs de l'opposition, par rapport à ce qui est annoncé, il y en a qui ne sont pas d'accord. Est-ce que c'est vrai? Je ne les ai pas encore consultés, je ne les ai pas encore entendus. On verra ça ce soir. Ok. Alors, vous l'avez dit, l'élection de novembre 2020 a été une première pour vous. Oui. Alors, quand on regarde les résultats, vous avez été 11e avec 0,70% des voix. Alors, pour un coup d'essai, est-ce que l'accueil de l'électorat a été à la hauteur de vos attentes? Je vais vous dire, vous savez pourquoi j'ai ri? Parce qu'aucun des candidats n'accepte le score qui lui a été attribué. Aucun. Edi Kombiogo est convaincu que c'est lui qui a été élu, en fait. Le professeur Soumaba Abdoulaye a bien dit que lui ne croit pas à ce score qu'on lui a attribué. Pourquoi est-ce que moi je croirais au score qu'on m'a attribué? Vous savez, j'ai toujours dit, dans un système où on ne peut pas contrôler de A à Z, il est possible qu'il y ait des doutes sur les résultats proclamés. Donc, ce qui est sorti en 2020, ce n'est pas la réalité des urnes. C'est la réalité donnée par le Conseil constitutionnel. Chacun l'a accepté. C'est pour ça que nous reconnaissons tous que Roch Marc-Christian Kabore est le président du Burkina Faso. Mais ce que moi j'ai retenu, il y a l'électorat. Et j'ai découvert que les Burkinabés veulent une chose et son contraire. Ça, ils ne savaient pas que ça allait me frapper en pleine figure.
On veut quelque chose de propre. On veut un gouvernement propre. On veut une gouvernance propre. On veut mettre fin à la corruption. Mais ils sont les premiers à vouloir profiter des fruits de la corruption. Comment voulez-vous changer un pays avec une telle attitude? C'est pas possible. C'est la question sécuritaire. Les gens sont sortis. Les gens manifestent leur ras-le-bol. Nous, on a fait une question fondamentale de poursuite du dialogue politique. Tellement elle est importante. Comment comprendre que Roch Marc-Christian Kaboré, élu, ait convoqué le dialogue politique là pour parler avant tout de réforme du code électoral, alors que la question sécuritaire est prioritaire? C'est nous qui avons mis le jour du dialogue là, la question de la sécurité là, en avant-plan. C'était prévu pour un débat de 1h30. On a dit c'est pas possible ça. Le plus important c'est la sécurité. C'est pour dire qu'ils n'en ont pas fait une priorité eux. Mais c'est grave ça. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour le Burkina Faso? Avant le code électoral, avant, c'est d'abord que les gens soient en paix, qu'ils soient en sécurité. Sinon, c'est pas possible. D'accord. La question sécuritaire doit être une priorité, c'est votre conviction. C'est d'ailleurs pour cela que nous vous convoquons aujourd'hui pour avoir votre lecture sur la situation actuellement au Burkina Faso et puis votre proposition en tant qu'acteur politique. Hier, on a tous suivi le chef de l'État qui s'est adressé à la nation, qui a donné sa lecture de la situation et a également pris des engagements. Déjà, comment vous analysez ce discours-là? Qu'est-ce que vous avez retenu? C'est un pas timide sur un chemin qui en compte 1000. On va voir la suite. C'est encore des mots, là. Nous, on veut des actes. Comme les gens, les populations, on veut des actes. Moi, en tant que chef d'un parti de l'opposition, il a parlé. Je l'ai suivi. Je l'ai écouté. Mais on veut, après les paroles là, qu'est-ce qui vient? Si le président Roch Marc-Christian Kaboré, dans son discours, avait dit « Je vous ai entendu. J'ai entendu les pleurs et les cris des veuves et des orphelins. J'ai entendu les manifestants crier leur ras-le-bol. Pour vous montrer que je vous ai compris, dès mercredi ou dès demain, je prendrai un décret pour annoncer des changements radicaux dans la conduite des affaires en matière sécuritaire. » Ça, c'est déjà du concret. J'ai décidé de changer certaines façons de voir. J'ai décidé de changer de stratégie. Mais avec les mêmes hommes, les mêmes personnes, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Si c'est les mêmes là, non, ça ne changera pas, ça ne peut pas changer. Ne dire pas qu'au Burkina Faso, il n'y a pas des hommes et des femmes qui sont compétents pour amener de meilleurs résultats. C'est pas possible là. C'est pas possible. Ça veut dire que quelque part là, mais c'est même encore grave. Mais si ces gens-là existent et qu'on leur a pas fait appel, c'est dangereux. Ils sont disponibles. Pourquoi ne pas le faire? Vous savez, moi je me réfère toujours à l'histoire. En 1985, lors de la deuxième guerre du Mali, moi j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais déjà en exil, j'étais déjà un exilé. Quand le Mali a attaqué le Burkina Faso, Sankara était au pouvoir, non? Il y avait celui qui l'avait renversé là, Seydou Zerbo était en prison. Mais Sankara a fait sortir Seydou Zerbo, qui est un colonel, qui a l'expérience des opérations de guerre, pour dire, mon colonel, aidez-nous. Ça, c'est pour faire preuve d'humilité. Nous sommes en guerre. Nous avons des gens compétents. Vous pensez à qui? Vous pensez à qui, vous, Monsieur le Président? Non, nous posons les questions. Non. On a parlé, le RSP, là. Je l'ai dit pendant la campagne électorale. Ce n'était pas nécessaire de démanteler tout le RSP. Le RSP, ce n'était pas une armée de Blaise Compaoré. Est-ce que Blaise Compaoré le paye avec son argent? C'est une armée de la République. Qui a fait un coup d'État. Mais attendez, qui ne change pas? Tout le monde change. C'est les circonstances qui font les changements. On a le général Guinguéré. Qui peut dire qu'il n'est pas compétent, Guinguéré, en matière militaire? Qui peut le dire ici dans ce pays? Pourquoi ne pas avoir l'humilité de rassembler toutes ces énergies-là, toutes ces compétences-là pour dire le pays est en danger, faisons taire nos divergences, on va sauver le pays, mais après on va se frapper entre nous. Ça, c'est une attitude responsable aussi. La position de vision Burkina par rapport à ça, vous savez ce que nous pensons, nous, parti pacifiste de l'armée. Nous avons dit, l'armée peut avoir un autre rôle à jouer. Nous sommes en guerre, c'est vrai. Nous allons faire en sorte que l'armée puisse
triompher de cette guerre-là. Et après, seulement après, nous allons changer les choses de manière fondamentale, profondément, totalement et entièrement. C'est la vision des visions Burkina. Monsieur le juge. Alors, on est dans le sujet. D'accord. Parce que j'avais une question de généralité sur l'opposition, mais bon, si on est dans le sujet. Non, vous pouvez aller. Parce que je veux savoir qui sont les. Voilà, merci. Qui va représenter. Qui sont ceux qui vont représenter l'opposition à la CENI? On a déjà choisi. On a parce que l'opposition politique, membre du cas de concertation de CEFOP, il y a les partis qui sont à l'Assemblée, les partis parlementaires, et nous avons les partis qui sont extra-parlementaires, qui sont les plus nombreux d'ailleurs, mais normalement, on n'avait pas le droit d'envoyer un représentant à la CENI. Mais sauf que les partis parlementaires ont accepté de nous donner un siège au parti pour qu'il y ait au moins un représentant nous aussi. Nous avons déjà choisi, on a fait le choix. C'est qui? Monsieur Issa Balima, président de l'UFC, l'Union des forces c'est lui qui représente les partis extra-parlementaires. Exactement. Et au niveau des partis qui ont des députés à l'Assemblée. Mais vous poserez la question au président. Mais vous êtes là pour ça? Non, moi je n'ai pas. Vous êtes membre du cadre, non, moi je parle des partis extra-parlementaires dont je suis membre. C'est la deuxième fois que vous réservez de poser non, mais parce que, questions, alors que votre métier, votre profil fait non, mon ancien métier, mais vous êtes chez vieux ou quoi? Puisque la façon de répondre, c'est la même chose. Non. D'accord, ok. Merci. Donc, je vais aller maintenant dans le vif du sujet. C'est vrai, vous dites que vous êtes un parti pacifiste. Par rapport aux résultats, vous pointez du doigt la corruption électorale des Burkinabés qui veulent une chose et son contraire. Est-ce que c'est la corruption électorale seule qui explique votre défaite? Non. Vous savez, je vais être franc avec vous, comme toujours d'ailleurs. Je suis allé en apprentissage en fait. Je veux le voir. C'est-à-dire que vous n'étiez même pas prêt pour diriger? Non. Je vous le concède. Mais si par miracle... C'est une question que j'ai posée. Mais si par miracle, le peuple m'accordait son vote, j'allais assumer. Voilà. Mais les miracles, c'est rare en politique. Hein. Très rare. Ça se construit. C'est très rare, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais il faut y croire. C'est une question de foi, c'est une question de conviction. Mais ce combat-là, en réalité, moi, je n'ai pas créé mon parti politique là pour le pouvoir. J'avais quelque chose à dire d'abord. J'ai des messages à faire passer. Pour moi, c'est le plus important. Mon message, là, de la rotation du pouvoir, là, je n'en démordrai pas. J'en fais le combat de ma vie. Mais tout à l'heure, Bernard Bougma posait une question qui était intéressante parce que c'était aussi, il rebondissait un peu sur une question du président, sur la question des chiffres. Vous avez dit beaucoup ont refusé les chiffres qui étaient donnés. Donc moi, j'ai encore en mémoire pendant la campagne, j'ai envoyé l'un de mes journalistes. Je pense que le Red Chef aussi, il est là, il va témoigner. On nous a ramené les images, on a regardé. C'était un meeting pratiquement dans votre quartier. C'était vide, c'était super vide. C'était vous et vos amis, il n'y avait personne d'autre. Oui, mais j'ai expliqué déjà ce qui s'est passé. Mais ça devrait déjà augurer des chiffres que vous avez après. Oui, mais vous savez... Faut pas dire que non, on m'a servi des chiffres, je devrais avoir plus que ça. Ça, je vous dis, quand on entre en politique, on y croit quand même là. On y croit. On pense que malgré ce que les autres vont faire là, vous au moins votre message va passer. Et que peut-être vous allez réussir à convaincre pas mal. La réalité nous a rattrapés. Ça, c'est vrai. Parce qu'en réalité, ce pays-là, il faut qu'on comprenne que ce n'est pas en restant dans les pratiques anciennes qu'on va changer les choses. Il faut innover. Il faut révolutionner, en fait. Je ne parle pas de la révolution violente. Non, c'est dans la tête, c'est dans les idées, ça se passe. C'est important. Ce que j'ai vécu, ça a été révélateur. Et c'est là qu'on m'a expliqué qu'en réalité, mais c'est comme ça, M. Sissouma. Vous croyez qu'on remplit la salle, le palais omnisport là, comment? Le stade du 4 août là, comment? Vous croyez que c'est comment on le fait? Mais ça veut dire que si tu n'as pas d'argent, tu n'iras jamais loin. Jamais, en aucun cas. Or, ce n'est pas ça la politique. Ça ne devrait pas être ça la politique. Vous avez dit que ce n'est pas la corruption électorale seule qui a fait que vous avez échoué. Vous dites également j'ai tiré des leçons parce que je suis allé pour apprendre. Qu'est-ce que vous avez appris? J'ai aussi appris, en plus de la corruption, il y a aussi l'escroquerie électorale. En plus, figurez, vous savez, pour les parrainages, ce n'est pas écrit sur le front d'un conseiller qu'il est conseiller municipal. Hein. Ils n'ont pas de carte professionnelle. Chacun vient vous dire, ah, moi je suis conseiller, je peux vous parrainer. La fiche de parrainage coûte 10 000 francs. Il faut 50 parrainages, ça fait 500 000. Ça m'a coûté 1 380 000 francs pour avoir les vraies fiches, les fiches correctes. Tellement les gens m'ont trompé. Ce n'est pas écrit sur le front de quelqu'un. Il remplit la fiche.
Vous découvrez plus tard, il n'est pas conseiller. Il avoue qu'il n'est pas conseiller, mais pour terminer. Il y en a combien comme ça qui sont passés? Je ne suis pas le seul à qui c'est arrivé. Ah non. C'est compliqué. Non. Il y a des moments où on passe l'éponge. Mais vous retenez la leçon. On retient la leçon. C'est ce que je dis. Mais c'est-à-dire, même si ce n'est pas écrit sur son front, il ne vous a pas présenté une carte, mais il vous a dit, je suis conseiller de tel arrondissement ou de telle commune rurale ou urbaine. C'est-à-dire que vous avez aussi la possibilité de vérifier auprès des mairies concernées. Parfois, les mairies, vous savez, parfois les mairies ne sont pas collaboratrices. Parce que les mairies dépendent déjà d'un parti. Vous arrivez, vous n'avez pas de conseiller, vous n'êtes pas député, vous êtes nouveau. Mais ils ne sont pas obligés de vous aider. Ils ne sont pas obligés. Vous avez l'avantage en même temps d'être un journaliste. Vous avez les moyens d'enquête avec vous pour savoir s'il y a quelqu'un qui me vend du faux. Vous savez, quand on veut vous tromper, on va vous tromper, M. Bougma. Quelqu'un vous tromper, on va vous tromper. Malgré toute votre vigilance, là, on va vous tromper. Ils sont combien qui vous ont trompé? Ah, beaucoup. Mais je vous ai dit, pour 50 fiches que je vais faire signer, j'en ai payé 100 et quelques. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà l'histoire. D'accord. Ça, vous dites que c'est de l'escroquerie électorale. Mais bien sûr, il y en a plein. Il y en a plein. Vous envoyez de l'argent pour le meeting à quelqu'un qui vous représente dans une province. Le monsieur, il prend les 3/4 de l'argent, il met dans ses poches là, avec le tiers qui reste là, ou le quart qui reste là. Ça ne peut pas marcher. Vous avez mis combien dans la campagne? Ah mon Dieu, c'est un secret. Mais c'est des dizaines de millions quand même. Oui, c'est ce que je peux dire. C'est des dizaines de millions. Maintenant, c'est à vous de décider si c'est 2 ou si c'est 40. C'est 10 dizaines. Ah, ça, c'est comme vous voulez. C'est des dizaines de millions. En matière, tout le monde dit oui, l'autre a trop dépensé, il faut qu'on plafonne, ce n'est pas normal, mais personne ne veut dire combien il a dépensé dans la campagne. Ça, c'est bizarre. C'est ça aussi la transparence. Oui, La mais transparence, personne ne veut dire combien il a dépensé. La transparence, vous savez, on a tous fourni un compte de dépenses au niveau de la Cour des comptes. Hein. Moi, j'ai déposé un compte de dépenses là. J'ai dit ce que j'ai fait de l'argent que j'ai reçu. Non, c'est plus un secret, dites-le. Non. Non, entre ce que vous avez envoyé à la Cour des comptes et la réalité, ça fait 2. Ah bon? Oui. Non, ils ont demandé que vous fournissiez des dépenses pour couvrir les subventions que vous avez reçues. Ça, si vous avez reçu 5 millions, fournissez des comptes de dépenses de 6 millions, vous êtes dans le compte. Mais si vous avez dépensé 18 millions, vous n'êtes pas obligé de déclarer que vous avez dépensé 18 millions. Vous avez juste justifié ce que vous avez reçu. C'est tout. D'accord. On va revenir à la question sécuritaire et au discours du chef de l'État. Oui. Vous l'avez dit, vous attendiez plus du chef de l'État. Absolument. Mais dans le fond, quand on écoute, le message est adressé aux organisations de la société civile et des partis de l'opposition. Le chef de l'État vous demande de surseoir aux différentes marches programmées. La question, est-ce qu'on peut régler la question terroriste dans la rue? Non. Je suis d'accord, non. Mais la rue peut envoyer des messages forts, comme c'était le cas à Titaou, à Kaya, à Fada, à l'Est, à Douri. Si la rue peut envoyer la preuve, il a réagi. Je suis certain que n'eût été la marche à Kaya ou à Titaou, avec les images fortes que tout le monde a vues, le président Roch n'aurait pas réagi. C'était juste la conférence de presse de l'opposition. Oh, vous savez, Monsieur le Président, on gère. On va faire en sorte que ce soit un flop pour eux. C'est ça qu'on entend souvent. Donc, vous voyez que la rue a influé sur une décision d'État. On attend la suite. D'accord. Vous dites qu'il y a une rencontre qui est prévue pour justement avoir une lecture, en tout cas commune au niveau de l'opposition politique. Mais déjà, à titre personnel, est-ce que vous pensez qu'il faut surseoir à cette marche-là? Comme je vous l'ai dit, nous allons nous concerter aujourd'hui, mais à titre personnel, si d'ici mercredi ou jeudi, je ne mets pas un agenda, si le président du Faso annonce au moins une mesure forte, changement, à la limite là, moi je peux concéder au président Roch de dissoudre le gouvernement et de le conduire d'habiller comme Premier ministre. À la limite, moi personnellement je peux. Mais il y a 2 personnes là, absolument qui doivent changer, défense et sécurité. Absolument. S'il fait ça, probablement que l'opposition, qui n'est pas l'opposition, va en guerre. Hein. Ça, je vous rassure. Nous ne cherchons pas la confrontation. Nous ne cherchons pas... Non. On va peut-être se réunir encore pour décider. Pour voir. La marche peut être maintenue. Peut-être une marche de soutien, par exemple, au FDS. Il y a toujours une raison pour une marche. Pour vous, les 2 ministres sont le symbole de l'échec ou quoi? On vous a nommé pour des résultats. Dans la plupart des pays, quand c'est comme ça, là, ils doivent jeter l'éponge eux-mêmes avant qu'on leur demande.
Le Burkina Faso est le seul pays où quelqu'un peut être embourbé dans des scandales, dans des soucis, dans ça. Il est stoïque jusqu'à ce qu'on le limoge. C'est dommage. C'est dommage, là. Le ministre de la Défense, là, qui a saisi le CSC parce qu'il sent diffamer, on a porté atteinte à son honneur. S'il avait de l'honneur, là, lui-même, là, pour ce qui se passe, là, il aurait lui-même jeté l'éponge. Monsieur le Président, je voudrais même à l'aide de démission pour non atteindre des résultats. C'est ça être responsable, c'est ça être ministre. Et quand vous êtes ministre, vous êtes un homme politique. Si vous êtes un homme politique, vous êtes un homme public. Tout peut se dire sur vous. Tout, absolument tout. C'est la règle du jeu. Sinon, vous quittez le gouvernement. Il ne faut pas accuser quelqu'un pour ça. Alors, si dans vos revendications, vous dites que si le président dissout le gouvernement, il peut reconduire le président. S'il le veut, il peut conduire Dabiré. Vous, ça ne vous dérange pas. Moi, personnellement, oui. À votre niveau, ça ne vous dérange pas. Supposons que ce soit effectivement cela. Et M. Dabiré vous appelle, monsieur, j'ai besoin de vos services dans le nouveau gouvernement. Monsieur Bougouma, j'ai déjà répondu 28 000 fois à cette question. Oui, j'arrive. Mais nous sommes dans un contexte Monsieur différent. le juge. Le contexte est différent. D'accord. Parce que le chef de l'État hier nuit a dit renforcement de la cohésion sociale. C'est pourquoi je pose la question, parce qu'il y a de nouveaux éléments dans le contexte. C'est pourquoi je pose la question. J'ai déjà dit que je ne suis pas partant pour un gouvernement d'union nationale. Moi, personnellement. J'ai déjà dit que je ne suis pas intéressé par un poste. Personnellement. Par contre, je pourrais être intéressé par une mission. Ce n'est pas la même chose. Le président a posé une question par rapport à la sécurité, ou bien la question va venir, je n'en sais rien. J'ai dit que quand on a ouvert le dialogue politique, là, on a été surpris de constater que la sécurité n'était pas au premier point. Parmi vraiment les premiers points abordés. Ça nous a un peu secoué là. C'est vrai qu'il a été décidé de convoquer après des états généraux sur la sécurité. Mais j'espère que le président Roch, que tout le monde a accepté comme étant le président du Faso, chef de l'État, majorité, comme tous les Burkinabés ont accepté maintenant, l'une des mesures fortes qu'il a annoncées sera, je convoque dans les plus brefs délais, avec une date précise, les états généraux sur la sécurité. Ça, c'est urgent. Ça, c'est d'accord. Vous ne voulez pas un poste, vous voulez une mission. Qu'est-ce que ça veut dire? La campagne, vous savez, chacun peut apporter sa contribution à quelque chose qu'il pense pouvoir réussir. Vous le faites déjà? Non, mais dans le j'ai dit, c'est déjà une contribution. J'ai dit, par exemple, vous voyez, moi je suis peiné. Vous savez, pendant la campagne, j'ai fait quelque chose du fond du cœur, pas par calcul politique ou parce que je voulais. Je suis allé, moi, remettre des chèques à des veuves des militaires tombés au front. À Bobo, je l'ai fait. Parce que moi, de Vision Burkina. Parce que je ne peux pas comprendre que des gens qui sont tombés au front pour la patrie, leur famille soient délaissées. C'est pas possible. C'était juste symbolique, hein. Mais c'était une invite à tous les autres chefs de parti qui ont mis des milliards dans leur campagne là. Prenez seulement le tiers de cet argent-là, remettez aux veuves et aux orphelins des FDS là. On va savoir quand même que vous pensez quand même à ceux qui sont tombés pour la patrie. Si ces assises, si ces états généraux sur la sécurité sont convoqués, j'espère y être. J'espère y être présent. Vous savez, je ne sais pas le secret de défense jusqu'où il va. Il y a des choses qu'on va chercher à savoir. Il y a des choses peut-être que chacun pourra... S'il est dit que c'est un brainstorming, je vais vous donner un exemple, Monsieur le Président, si vous permettez. Pendant la campagne, là, moi, c'est souvent, j'ai annoncé publiquement que si je suis élu, je ramène la paix et la sécurité en 18 mois, ou alors je démissionne. Tout le monde a dit, mais c'est la démagogie, tu ne peux pas. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Qui m'a interrogé, qui m'a posé la question pour savoir, mais ce que tu disais là, sur quoi tu te basais? La vie est faite de destins croisés. J'étais à Montréal en novembre 2019 quand il y a eu l'attaque du car de la Sémafo. En 2016, là, quand il y a eu l'attaque de Cappuccino, il y a eu 9 Québécois canadiens qui sont tombés là-bas. Ça fait une onde de choc au Canada. Donc après l'attaque du car de la Sémafo, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il dit, Pascal, ce qui se passe dans ton pays là, vous n'en verrez pas la fin tant que vous n'aurez pas voir que vous faites fausse route. Il dit, je ne comprends pas. Comment ça? Le monsieur, il me dit clairement, la solution est sous votre nez, mais vous ne la voyez pas. Elle est là devant vous, vous ne la voyez pas. Il dit, nous sommes passés par l'Ouvre. C'est un Algérien. L'Algérie a connu les années noires, les années 90, la guerre civile, les islamistes là. L'Algérie avait les chars, les blindés, les avions, l'argent du pétrole. Ils n'en sont pas venus à bout. C'est autre chose qu'il faut trouver. Ça est là sur votre... Mais c'est quoi cette chose-là? Il dit, ah, Pascal, ça c'est vraiment quelque chose là. Donc, quand j'ai commencé ma campagne là-dessus, il m'a appelé, il dit, c'est lui qui m'a dit de dire que si je prends, je ramène la paix à la sécurité en 18 mois.
Il dit, tu tiens, parce que lui va me dire, je cherche à rencontrer ce monsieur. Je cherche. Donc jusqu'à présent, il ne vous a pas dit... non, c'est qu'il faut faire. Il Mais vous a non. pas donné la solution miracle. Non, parce qu'il faut que j'aille le rencontrer. Si je réussis à le rencontrer, parce que ce monsieur se balade entre 3 villes. Là. Par lui-même, on cherche à l'égorger. Parce qu'il était membre d'une délégation qui est allée quelque part pour aller trouver la solution. Donc, si on veut bien comprendre, vous nous promettez régler ça en 18 mois sans avoir encore eu la solution, juste parce que quelqu'un vous l'a dit. J'arrive. Si les États généraux de la sécurité sont convoqués, pensez-vous que si j'ai réussi à rencontrer ce monsieur, si je reviens et que je trouve que c'est plausible et faisable ce qu'il dit, moi je vais garder ça par devers moi en attendant 2025 pour en faire un argument de campagne? Non! Mon devoir de citoyen, ma responsabilité d'homme politique m'impose de rencontrer qui de droit pour lui dire, Excellence, voici ce qu'on m'a dit par rapport à ça. Pour l'instant, il y a beaucoup de si dans vos arguments. Mais bien sûr, parce que tout est hypothétique. Je ne sais même pas si je vais le rencontrer, le monsieur. Je ne le sais même pas. J'espère que oui. J'espère. Il faut l'appeler. Non, je n'ai pas. C'est lui qui m'appelle. D'accord. Ah, vous voyez, c'est pas simple. Hein? Alors, vous êtes président de Vision Burkina, un parti pacifiste. Alors, pour vous, les armes ne sont pas forcément la solution pour venir à bout d'un conflit. Qu'est-ce que vous proposez dans le cas du Burkina Faso? Il faut négocier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord se parler. Parce que négocier, avant de négocier, il faut d'abord se parler. Il faut d'abord identifier. Tout le monde sait que ces gens-là, les enfants, c'est pas eux. Les commanditaires, là, c'est qui? Est-ce que le président ne les connaît pas? Le président peut dire qu'il ne sait pas qui attaque le Burkina Faso? En 6 ans, c'est pas possible. C'est pas imaginable qu'ils disent qu'ils ne savent pas c'est qui. Vous pouvez ne pas savoir. Moi non plus, parce que nous sommes un citoyen lambda, mais pas lui. Mais si c'est qui, mais pourquoi ne pas ouvrir un couloir de dialogue au moins avant de parler de négociation? Si on sait ce qu'ils veulent, on peut voir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui ne l'est pas. On ne sait même pas c'est quoi. C'est ça, en fait, le problème de cette affaire-là. Qu'est-ce qu'ils disent comme objectif final? On n'en sait rien. Il faut d'abord se parler. Si on se parle, on peut se comprendre. Si on se comprend, on peut s'entendre. Si on peut s'entendre, on peut négocier. C'est simple. Donc pour vous, c'est pas explicable que le président ne sache pas aujourd'hui qui nous attaque. C'est même inacceptable qu'il ne sache pas qui nous attaque. C'est pas possible. Et je pense qu'il devrait le savoir. Il n'est pas obligé de dire aux gens qu'il le sait, mais je pense qu'il devrait le savoir. Donc c'est à lui de faire le nécessaire. Chef suprême des armées, qui a juré de protéger la vie de tous les Burkinabés. Alors, vous dites, vous êtes un parti pacifiste, les militaires, vous allez les déployer à autre chose, mais avec l'expérience après la campagne, est-ce que vous restez toujours dans votre position? Absolument. Je demeure convaincu que ce que nous vivons là, ça va passer. Il faut que ça passe d'ailleurs. Absolument. Il faut que ça passe. Et on doit tous travailler à ce que ça passe. Si ça passe là, moi j'offrirai aux militaires le choix de rester dans l'armée ou de faire autre chose de leur vie. Puisque l'armée va rester maintenant pour servir à quoi? Mais c'est ce que je dis. C'est eux qui choisiront. C'est eux qui choisiront. C'est pas moi qui ai supprimé l'armée. Si la paix est revenue de manière durable et effective, vraiment durable et effective, mais écoutez, vous allez obliger quelqu'un à porter un uniforme dont il n'a plus envie? Je lui donnerai, en faire des calculs, monsieur, mon caporal ou mon sergent ou mon adjudant, voici 28 millions, voici 42 millions. Acceptez-vous de les prendre pour aller faire autre chose? Faire un champ, monter un garage. Ils ont des compétences. Ils peuvent s'en servir. Président, quand j'écoute M. de Pascal, je ne veux pas caricaturer, hein, mais je vais un peu parce qu'on a nos auditeurs et tout. Vous promettez régler le problème en 18 mois, pas par vous-même, hein. Vous espérez contacter quelqu'un qui doit en avoir la solution, qui vous appelle. Et dès que vous allez finir de régler ça en 18 mois, si d'aventure vous avez pu avoir ce monsieur-là, vous promettez encore que cette armée-là, ça ne va plus exister, il faut qu'ils aillent faire autre chose. Conscient que la question du terrorisme n'est pas seulement une réalité burkinabé. Et donc le retour peut être possible. Les États-Unis et partout, tous ceux qui combattent le terrorisme, ce n'est pas aujourd'hui. Peut-être que nous, dans notre réalité, avec ce qui s'est passé en Libye, on va dire qu'on le connaît depuis peu, mais pour ceux qui ont commencé à avoir cette déclaration-là de façon frontale, ça ne s'est pas arrêté. La question, c'est ça. Quand vous la démantelez, qu'est-ce qui arrive après? On remonte l'armée? Monsieur le juge, il y a un pays qui est plus fort que le Burkina Faso qui est confronté à ça depuis plus de 10 ans, le Nigeria. Ils ont 900 chars et blindés.
128 appareils de combat. Ils ont de l'argent. Ils ne sont pas venus à bout. La réponse est ailleurs. Mais cherchons ailleurs. Mais en attendant, le combat oui, c'est ça que je dis. Nous avons le devoir de soutenir nos forces de défense et de sécurité pour en venir à bout. Dans la mesure de leurs moyens. Dans la mesure de leurs moyens. Mais quelque part, on dit que c'est une guerre asymétrique. On n'explique pas ce que c'est qu'une guerre asymétrique. Ça veut dire que ce n'est pas une guerre comme les autres guerres, en fait. Le danger est peut-être votre voisin. Celui avec lequel vous avez bu le thé, là, c'est peut-être lui-même qui va venir vous égorger la nuit. Mais c'est ça le problème, en fait, de ce pays-là. C'est le problème de cette affaire. Ce n'est pas une guerre conventionnelle. Nos militaires ont été formés pour une guerre conventionnelle. Le président a pris un décret pour les mesures, les forces spéciales. Bon, les gens ont dit que c'est un autre RSP qui revient. Moi, je ne sais pas. Je n'étais pas dans le RSP, je ne sais pas quelles étaient. Mais les forces spéciales, en réalité, c'est quoi? Il y a des décrets qui posent problème là-bas. L'article 10 de ce fameux décret-là dit quoi? Ils ne sont pas poursuivables pour quoi que ce soit. Tout acte qu'ils poseront là, on ne peut pas les poursuivre devant aucun tribunal. C'est une prime à l'impunité. Mais ça même permis de tuer. Mais qui? Comment? Dans quelles circonstances? Sur quel théâtre d'opération? Il faut clarifier. Nous, on a demandé à ce que les règles d'engagement soient clarifiées. Sinon, ce n'est pas la peine. Ça veut dire que n'importe quel journaliste, comme nous en sommes, on est dans le dos, peut dire quelque chose. On va dire, hey, allez-y prendre un tel la nuit, suivez-nous. Terminé, on ne vous revoit plus. C'est ça qu'il faut qu'on balise ça clairement. Ça veut dire que même des opposants pourraient se faire enlever. On ne sait pas là. Il faut clarifier les règles d'engagement. Très important. Sinon, nous sommes tous en danger. Tous. D'ailleurs même, pour revenir encore sur la question, vous savez, moi, je suis très sensible à la question des médias. C'est normal. C'est mon corps de métier. J'ai été un peu déçu, entre guillemets, de l'attitude des médias burkinabés quand la suspension de Omega est intervenue. Moi, j'aurais aimé, honnêtement, que les médias envoient un signal fort au pouvoir. Il n'y a pas eu de solidarité. J'arrive. Omega a été suspendu 5 jours. Si tous les organes de presse de ce pays, radio, télé, pendant 5 jours, presse écrite, pendant 5 jours, aucune émission de télé, aucune émission de radio, aucun journal ne paraît. Pouf! Ça, c'est la solidarité du corps. Ça, c'est un message fort envoyé. Nous ne sommes pas responsables de la gestion ou de l'aggravation de la crise sécuritaire. C'est ça. Rappelez-vous, en 2016, si je ne m'abuse, quand il y a eu le CIAO qui avait été boycotté par les médias, mais la panique, le président est intervenu pour demander pardon. Ça veut dire que les médias sont importants. En temps de paix comme en temps de guerre. On ne peut pas seulement les utiliser quand il le faut et quand ça ne nous arrange pas. Je reviens sur... Attendez, mais c'est même grave ce qui s'est passé. Pourquoi ils ont été suspendus? Parce qu'ils ont dit une information, 147 morts ou bien attaque de car, machin là. C'est une information, c'est une erreur dans l'information. Mais ça s'est passé oui ou non? Il n'en sait rien. Mais imaginez qu'un instant, si Omega avait choisi, ils avaient le droit de choisir, de dire, au lieu de 147, ils avaient dit seulement, il y a eu 13 morts. Est-ce qu'on les aurait suspendus? S'ils avaient dit même qu'on choisit même pas en parler même, ils ont le droit de dire, on ne parle même pas de ça. Ils ont le droit, puisque la radio appartient à un promoteur qui est membre du gouvernement. Ils auraient pu décider de ne pas en parler. Est-ce qu'on les aurait suspendus? Non. Donc, si on ne peut pas les sanctionner à minimum, pas non plus les sanctionner à maximum. Ce n'est pas possible. Parallélisme des formes. Oui, bon, ça, sur ce chapitre, je pense qu'on est déjà revenu là-dessus, parce qu'il y a eu des informations qui ont été même partagées aussi par nous, et donc nous comprenions que sur la question, il y a quelques débats, et il y a aussi des informations qui ont été données de faits qui n'ont même pas eu lieu, d'ailleurs. Donc, je veux dire, il y a beaucoup d'autres choses, mais on a même reçu Omega ici, et on a pu discuter de ces choses-là. Moi, je revenais sur la question que je vous ai posée, peut-être qu'après, avec... la façon dont vous êtes peut-être emporté pour répondre. Vous êtes allé un peu plus loin. Vous êtes allé un peu plus loin. Je suis assez passionné. Voilà, vous êtes allé un peu plus loin. Mais je dis, quand un parti politique et un président de parti que vous êtes fonde sa solution sur un appel de quelqu'un qu'il a du mal à rencontrer, qu'il ne connaît peut-être même pas. Est-ce que ça... Si, je le connais. Bon, mais que vous avez du mal à rencontrer, dont vous ne connaissez pas la teneur de la solution, mais que vous prenez comme agent comptant et pour proposition dans un contexte qui est très difficile, celui du Burkina, est-ce que ce n'est pas trop de confiance et puis on n'est pas un peu surréaliste dans ce qu'on propose? Et vous permettrez que je ne puisse pas en dire beaucoup, parce que je vous ai dit, ce monsieur même, il est en clandestinité. Lui-même, il se cache parce qu'on cherche à l'égorger. Mais pour ce que je sais de ce monsieur, des fonctions qu'il a occupées en Algérie,
c'est quelqu'un, s'il dit qu'il a des informations, c'est qu'il a des informations. Et je ne suis pas sûr qu'il allait me donner des informations qui ne sont pas crédibles. Parce que c'est hautement important. C'est tellement important qu'il ne va pas prendre ce risque-là. Et puis, de toute façon, on est tous dépendants des uns des autres. On dit, la vie est faite de destins croisés. Comme on dit, par conséquent, qu'est-ce qui prouve que lui, là, il ne va pas donner une piste qui soit effectivement exploitable pour nous aider? Qu'est-ce qui le prouve? Mais je cherche, j'espère pouvoir le rencontrer. J'espère. Mais si j'ai réussi et qu'il me dit des choses vraiment importantes, vous voulez que j'ai gardé ça par devers moi? Non, je ne vais pas faire ça. Certains seraient tentés de le faire. Pour dire, je suis homme politique, je cherche à conquérir le pouvoir, je suis sûr, c'est tellement vrai que si j'ai dit ça à 2025, je serai élu. Moi, je ne suis pas dans cette posture-là. Non! Si j'ai l'information, dès mon retour, dès le lendemain, je demanderai audience à qui de droit. Il en fera ce qu'il voudra. Il jugera si c'est crédible ou pas. Ils ont les moyens de renseignement pour déterminer si c'est crédible ou pas avant de faire quoi que ce soit. Mais c'est mon devoir, ça. J'ai l'impression qu'on est en train de parler de quelqu'un qui a la pilule magique. Non. Alors qu'on a des intelligences ici. Non, justement. C'est de ça que je parle. C'est c'est pour que la personne dit que la solution est là, sous votre nez. Donc, ce n'est pas ailleurs, peut-être que c'est ici. Mais il faut voir. Lui, il nous dit que c'est ici. Moi, ça m'intrigue, là. Comment? Ça m'intrigue, je veux comprendre. Peut-être qu'il a raison. Alors, je verrai. C'est ce qui m'intrigue, moi aussi. C'est tant de choses bâties sur des tant de choses bâties sur un avis. Quand Roch Marc Christian Kaboré, dans son meeting à Zniaré, a dit « Nous allons vaincre », il a vaincu. Est-ce qu'il a vaincu? Voilà l'histoire. Donc, chacun parle de ce qu'il pense savoir. Roch espère gagner. Il n'a pas encore gagné. Sauf que, dans ses hésitations, dans ses tâtonnements, il a entraîné tout le peuple burkinabé avec lui. Et ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas acceptable. Vous dites que dans cette lutte contre le terrorisme, il faut faire appel à toutes les compétences. Alors, le président du Faso, dès son premier mandat, a décidé de ne pas faire appel aux militaires pour gérer les postes de la sécurité et de la défense. Quelle est votre lecture là-dessus? Est-ce qu'il faut revenir justement sur... Erreur. J'ai toujours dit et répété, à chacun son métier, à chacun son travail. Un ministre de la Sécurité qui est un ancien officier de l'armée ou de la gendarmerie n'a pas la même compétence qu'un officier en activité rompu aux affaires militaires. Yero Boli, qui a été ministre de la Défense au Burkina Faso, on était en temps de paix. Et très apprécié par la troupe, on était en temps de paix. N'était pas militaire. On était en temps de paix. Mais en temps de paix aussi, on a eu des piètres ministres. Mais il y a du tout. Mais en temps de guerre, surtout, on doit être encore plus regardant sur le profil des hommes et des femmes qu'on nomme à de tels postes. C'est ça aussi le problème là. Parce qu'au fond, c'est une question de coordination d'action. Mais si... lors du dialogue politique, ça, je vais m'avancer sur ce terrain-là. Quand il s'est agi donc de faire une présentation sur la sécurité, le ministre de la Défense est venu, il s'est assis, il a donné le micro au chef d'état-major des armées. Ah bon? On ne sait pas de quoi parler alors. La question, on lui a posé la question, il dit, ah non, chez nous c'est comme ça, c'est l'opérationnel qui explique. Je suis désolé. L'opérationnel dépend du conceptuel. Le conceptuel, c'est lui. Ça veut dire que s'il ne sait pas quoi dire là, il n'est pas à sa place. Désolé. Clair et net. Nous maintenons notre requête. Il doit partir. Et faire appel à des militaires. À quelqu'un de compétent. Nous avons des gens compétents ici. Il y a des gens extrêmement... C'est ce qu'on dit. Ne me dites pas que dans ce pays, il ne faut pas trouver des gens capables de diriger correctement ce ministère-là avec des résultats à obtenir assez rapidement. On n'a pas dit de prendre des avions, aller bombarder les villages, puis dire, allez, on a... Ça aussi, il faut faire attention. Tout ça, là, ça s'analyse. Il faut du conceptuel sérieux. Il y a des gens qui sont rompus à ça. Ils sont dans ce pays-là. Pourquoi on ne leur fait pas appel? Pourquoi? Roch a dit en prenant le pouvoir, je ne ferai pas ça, je ne veux pas imiter. Parce qu'il n'est pas un chef Mouara. Il est président du Faso, chef de l'État, président de tout. Mais attends, c'est pas la même conception. Si un chef Mouara dit, on ne revient pas sur ce qu'il a dit. Ça, c'est culture Mouara. Il y a la moitié des Burkinabés qui ne sont pas des Mossés. Ils ne peuvent pas comprendre qu'on s'arc-boute sur une position qui n'est pas tenable. Mais où est le lien entre il est Mouara, il n'est pas Mouara? Oui, parce qu'il a dit qu'il ne va pas faire appel et c'est ça qui fait qu'il ne veut pas changer.
Ils mettent toujours des gens qui ne sont pas du métier des armes en activité. Ici, c'est l'affaire de l'ethnie. C'est aussi la parole d'un chef de l'État. Et sa conviction peut-être. Et sa conviction. Oui, mais moi, alors, Pas ici, forcément là, lié à l'ethnie. oui, mais il s'est trompé. Il s'est trompé. Moi, je considère qu'il s'est trompé. Il faut qu'il revienne là-dessus. Il y a des gens qui sont du métier des armes, qui sont compétents pour faire ce travail-là, qui les mettent. Alors, on se rappelle que quand M. Diabré était chef de file de l'opposition, il a toujours demandé un professionnel à la sécurité et à la défense, Voilà. sans pour autant dire militaire. À la question franche que nous lui avons posée, vous voulez parler d'un militaire ou... Il dit non, pas forcément un militaire. Il a dit un professionnel. Pour vous, un militaire ou un professionnel? Un militaire. Moi, je préfère franchement, un militaire et à la défense. La sécurité peut être assumée par un haut cadre aussi de la sécurité. Ce n'est pas un problème. C'est toujours le corps habillé. Parce qu'ils se parlent à demi-mot. Ils se comprennent à mi-mot. Ce n'est pas la peine de faire... Non. On sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on doit faire. Comment on doit le faire. Ça aussi le plus important. Mais si à un ministre, on doit prendre 2 semaines avant d'expliquer quelque chose, avant qu'il ne comprenne, pendant ce temps, il y a des morts qui s'entassent. Là, il y a un problème. Monsieur le juge Bougouma, vous êtes journaliste. Vous pensez que un boucher peut venir s'asseoir à votre place là pour faire le travail que vous faites? Non. Je suis désolé. On va le placer, mais tu vas perdre beaucoup de téléspectateurs pour non-professionnalisme. Alors, ça aussi. Monsieur Sousouma, pour beaucoup, le chef de l'État paye le prix de son choix de ne pas mettre à la tête de ces 2 ministères, En partie. voilà, des civils, Oui. avec des militaires, parce que justement les militaires refusent de se faire commander par des civils. Non, je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas fait ce lien-là. Je dis seulement que quand vous êtes ensemble, par le même langage, vous comprenez mieux et à demi-mot. C'est très important ça. Vous comprenez mieux et à demi-mot. Parce qu'on parle le même langage. Voilà, c'est tout. D'accord. Peut-être une dernière question, monsieur le juge. Juge Bougouma. Non, je n'ai pas de question. D'accord. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Merci en tout cas d'être passé, monsieur Do Pascal Sessouma. Je rappelle que vous êtes le président de Vision Burkina, un parti pacifiste. Avec vous, nous avons parlé de la crise sécuritaire au Burkina Faso, votre vision, ce que vous attendez du chef de l'État. Et vous l'avez dit, il y a une rencontre ce soir pour dégager une vision commune de l'opposition. Certainement que nous aurons la primeur. En tout cas, merci d'être passé. Merci aussi, monsieur les juges, pour ces différentes clés de lecture pour cette première convocation. On se donne rendez-vous demain pour faire la même mission, poser un regard critique sur l'actualité. Mais en attendant, restez fidèles aux médias leaders Truth TV et Watt FM.